Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle émission de Dialogue littéraire. C'est sous ce soleil estival qu'approchent les grandes vacances, belles perspectives de repos, de voyage mais aussi de lecture. Nous reviendrons donc dans cette émission sur la dernière édition de L'ivresse de lire, créée en 2004 par la librairie Dialogue, belle promesse de rencontre entre lycéens et auteurs. Ce mois-ci, nous retrouverons avec plaisir les mises en scène préparées par les lycéens autour des romans de nos auteurs invités. François Bégodeau, Gwenaëlle Aubry, Tanguy Viel, Michel Bussy et David Fuenquinos. Ensuite, je vous livrerai les quelques titres qui ont marqué les années lycée de nos libraires. Mais avant ça, retrouvons la boîte à questions préparée par les lycéens à l'attention de nos auteurs. Tout de suite, la boîte à questions. Quel est votre coup de cœur littéraire du moment? Délicate question parce que je ne crois pas avoir lu de roman contemporain depuis plusieurs mois, plusieurs années. C'est Paul Colise, qui est un Belge, qui n'est pas très connu en France, mais qui commence à l'être, qui a cumulé les prix littéraires quand même. Pour moi, son chef-d'œuvre, c'est Backup. J'ai découvert assez récemment, en fait, l'été dernier, après en avoir entendu parler, j'ai lu pour la première fois Roberto Bolaño. J'ai lu 2666, j'ai enchaîné avec Les Détectives Sauvages. Montaigne, c'est Montaigne mon coup de cœur. Mais c'est mon coup de cœur depuis 15 ans. Être écrivain, ça s'apprend. Alors je ne sais pas qui a posé ces questions, mais c'est une bonne question. Oui, sans doute. Je ne suis pas sûr que ça s'apprenne. En tout cas, il est évident qu'on peut progresser, on peut écrire. Moi, je sais que j'ai commencé à écrire à l'âge de 15-16 ans. J'ai mis des années avant finalement de finir un manuscrit que j'ai envoyé aux maisons d'édition, presque 10 ans. Oui, bien sûr, ça s'apprend pas dans des écoles, mais ça s'apprend sans doute, comme on dit, de manière un peu autodidacte, mais enfin, il y a quand même il y a un chemin obligatoire qui s'appelle la lecture. Je regarde pas, je joue le jeu, mais c'est celui d'une honnêteté assez dingue, je trouve. J'espère que ça sera remarqué. Quelle a été votre première émotion littéraire? Je crois que là, il faut peut-être distinguer entre ce qui serait une émotion livresque, et dans ce cas-là, je pourrais citer tout ce que je lisais quand j'étais gamin, ou classiquement les bibliothèques vertes, etc. J'étais très fan notamment de Fantomette. Je pense que c'est Conan Doyle, c'est Sherlock Holmes en fait. C'est l'homme qui déchiffre le monde, mais tranquillement enveloppé comme ça dans les vapeurs de sa pipe et de sa bibliothèque. Ça a été les démons de Dostoïevski. C'est vrai que quand j'ai découvert la littérature russe, ça a été pour moi, vers 16-17 ans, un choc total. J'ai même essayé de partir après en Russie Enfin, j'ai même d'abord essayé d'apprendre le russe pour lire Dostoïevski en russe, et puis après je suis parti en Russie. Après, il y a les émotions, je dirais, plus littéraires, c'est-à-dire qui concerneraient la littérature. Et ça m'est venu à 15 ans, je pense, en lisant, par exemple, assez classiquement L'étranger de Camus. Avez-vous un moment préféré dans la journée pour écrire, ou un endroit? J'aime bien écrire le matin. Bon, je sais que je devrais dire plutôt la nuit, avec du whisky, enfin, quelque chose d'un peu plus mythologique, mais j'aime bien, c'est quelque chose que j'aime bien le matin finalement. 5h, 8h le matin, c'est vraiment le mieux. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, tout est foutu après 15h. Voilà. Alors non, je n'ai pas de moment préféré dans la journée, j'écris tout simplement quand je peux, quand le temps le permet. Et c'est pas toujours le cas, des fois on a une journée, par exemple on vient à Brest faire une rencontre, donc là on peut pas écrire. Alors par contre, j'ai pas spécialement besoin d'un endroit. Il y a des écrivains qui ont besoin de leur lieu, de leur bureau. Moi j'aime bien écrire un peu partout. Oui, quand même. Mon bureau. J'adore écrire dans les trains par exemple. Je n'ai pas forcément de lieu particulier, mais il faut que je sois plus tout seul. Ce serait beaucoup plus difficile, par exemple, d'écrire ce premier jet dans le train, par exemple, ou dans des lieux où je suis pas concentré, quoi. Le succès est-il important en tant qu'écrivain, ou écrivez-vous pour vous? En fait, je crois que ça n'est aucun des deux. Non, je pense qu'il n'y a pas d'écrivains qui écrivent uniquement pour eux. Je crois vraiment qu'on ne peut pas écrire avec à l'esprit la question de la réception. Voilà. On écrit toujours pour communiquer à l'autre, on écrit toujours pour être lu. Quand même, instinctivement, la réponse c'est que le succès est important, oui, très important. Donc j'écris pas pour moi, non ça c'est sûr, j'écris pour avoir une confirmation de mon existence, donc il faut qu'il y ait quelqu'un en face, ça c'est sûr. Et qu'à choisir, voilà, à choisir, au fond du fond, peut-être il y a plus à perdre quand même à écrire que pour les autres que pour soi.
Voilà. Donc après, je pense que c'est une affaire de dosage. Ouais. À l'occasion de l'ivresse de lire, les lycéens sont invités à proposer leur propre version des livres qu'ils ont lus. À travers des lectures et des mises en scène, ils regorgent d'imagination pour étonner les auteurs. Vous verrez combien ils les ont émus. Des souvenirs, j'en ai plein la tête, mais il y en a un qui me tient plus particulièrement à cœur. Le mien, je l'ai passé avec mes frères. Et il y avait entre nous cette ironie, parfois vexante, mais toujours affective. Nos moqueries, avec ce ton ironique et ce petit sourire joueur, ne cessera jamais, et ça, j'en suis sûre. Bon, bah bravo à tous, hein. Et plein de belles choses. J'ai bien aimé aussi Mademoiselle qui a parlé des 18 ans de son frère. On sentait que c'était un moment émouvant, quoi. Et du coup, dans les moments émouvants, on essaye de faire bien les choses. Enfin, bravo! Au début, je n'allais pas au-delà du mur. Je m'en approchais pas. Le mur, lui, absorbe tout. Le grand éclat et les ombres des fidèles, les larmes et les noms sacrés, les prières de papier glissées dans ses pentes. Hey Dad, tu as sûrement dû entendre parler de l'attentat qui a eu lieu au café Mahal-Lugda. Il règne toujours dans les rues une affreuse odeur de chair brûlée. Et mes amis Joseph et Lily semblent atterrés par ces événements. Je crois que je regrette un peu d'être parti, car je retrouve ici ce que j'ai voulu fuir en New York. Je t'embrasse très fort, Sarah. Ah non, mais c'était extraordinaire ce que vous avez fait. Vraiment, c'est très très émouvant. Vous les avez incarnés, vous les êtes appropriés, toutes les deux, Sarah et Leïla, par-delà le livre. Le mail de Sarah, son père, ça m'a complètement bouleversée. Donc vraiment, mais un grand merci. Vous avez fait un très très beau cadeau. Dès les premières pages, il nous dit qu'il passe devant un hôtel où, de son vivant, Napoléon a passé la nuit avant d'aller fonder La Roche-sur-Yon, je crois. Enfin, bref, il a le culte. Mais c'est dommage parce que la droite a récupéré Napoléon alors que c'est un fils de la Révolution. Le bordel qu'il a fichu dans l'Europe monarchique. T'as raison, il pense Napoléon. Et d'ailleurs, ça me rappelle un extrait de Stendhal qu'on a lu en classe. Je peux le lire? Oui. La violence que Julien était obligé de se faire était trop forte pour que sa voix ne fût pas profondément altérée. Bientôt la voix de Madame de Rênal devint tremblante aussi. Mais Julien ne s'en aperçut point. L'affreux combat que le devoir livrait à la timidité était trop pénible pour qu'il ne fût en état de ne rien observer hors lui-même. Et imagine si on pouvait changer le contexte du livre. Comment ça? Et si? D'abord, je voudrais dire un truc quand même. Le dialogue était entre les garçons, il y avait plein de choses intéressantes dedans, mais j'y reviens pas, mais en tout cas j'ai noté. Et dans le dialogue entre les filles, il y a vraiment un truc, et le choix aussi du texte de Stendhal, ça c'est étonnant parce que c'est vraiment un texte qui m'a énormément marqué quand j'étais ado. Quand j'ai lu Roger Noir et que je me plonge sur cette scène, je me dis, enfin une scène d'amour qui ressemble à ce que je peux vivre. Enfin, je tenais à le dire parce que ça, je trouve ça hyper pertinent, vraiment. Leur village portait un joli nom de jardin, Giverny. Elles n'avaient pas non plus le même âge. La première avait 80 ans et était veuve, ou presque. La deuxième avait 36 ans. La troisième avait 11 ans bientôt. Et tous les garçons de son école voulaient d'elle pour amoureuse. Ce que je voulais te dire, Bennett, c'est que le génie ne sert à rien si on n'est pas capable de... Comment t'expliquer ça? Si je prends un exemple, c'était mon rêve absolu de venir peindre à Giverny. Tu crois que ça valait le coup de laisser là-bas ma femme, mes enfants? Et crois-moi, je ne regrette rien. Non, rien. Non, je ne regrette rien.
Déjà, vraiment bravo, parce que c'est un moment très émouvant pour moi. J'espère que ça l'a été un petit peu pour vous. Mais Nymphéa Noire, quand je l'ai écrit comme un roman, mais avant tout, pour moi, c'est un film dans ma tête. J'ai toujours vu Nymphéa Noire en image. Pour moi, c'est un film, même s'il est écrit comme un roman. Et le fait de l'avoir vu interprété comme ça, et ben, au moins, je sais que j'aurais au moins vu une fois, presque sous la forme d'un film. Donc vraiment, bravo, c'était... Bienvenue à Brest, bienvenue chez vous. Donc, nous sommes ravis de vous rencontrer, de mettre enfin un visage sur l'auteur que nous avons tant étudié cette année. Donc, on voulait vous rendre hommage, et voilà. Le monde est très simple. Le monde est une sorte de grand cercle avec une montagne d'argent et tout autour des gens qui essayent de gravir cette montagne pour planter un drapeau à son sommet. Dans mon petit monde à moi, il y a la montagne d'Albert et tout autour des gens qui jouent à faire le cercle et à le briser au moindre faux pas. Dans ma valise, sous les chaussettes et les pulls verts, il y avait une bombe. 175 pages écrites par moi. 175 pages que je venais de passer 2 ans à écrire et qui racontaient dans le détail l'histoire de ma famille. J'ai posé le pied sur le quai de la gare, ma valise dans la main gauche. Le fils Kermer est venu. Il m'a vu arriver. Il a su que j'étais là. La bombe humaine. Si tu laisses quelqu'un prendre en main ton destin, c'est la fin. La fin. Juste avant que ça commence, pour vous remercier sincèrement pour le travail, pour ce que j'ai vu là, c'est vraiment formidable. Jamais on a fait ça. D'ailleurs, c'était très beau ce que vous avez fait à la fin, sur l'idée qu'effectivement, la liberté du personnage dépend de son départ et dépend de sa manière de ne pas se laisser dicter son destin. C'est vraiment très beau, c'est superbe, vraiment, merci beaucoup. Merci d'avoir passé tant de temps à préparer ça. Et formidable à regarder. Merci vraiment. Pour finir ce dialogue littéraire, je vous propose une sélection de titres choisis par nos libraires de livres qui ont marqué leurs années lycée. On va commencer avec Le Koala tueur de Kenneth Cook, un recueil de nouvelles désopilantes au cœur du bush australien. Ensuite, je vous propose de découvrir une faune tout aussi sauvage et farfelue, le San Francisco des années 80, grâce à Armistead Maupin dans les Chroniques de San Francisco. Et pour le 3e livre, Exit l'Amérique et direction l'Italie de la fin du 19e siècle, où Laurent Godet, sous un soleil de plomb, nous entraîne au cœur du clan Scorta. Enfin, une petite pépite littéraire, Le Maître et Marguerite de Mikhail Bulgakov. Un roman fantastique et burlesque où se mêlent l'histoire d'amour et satire politique et sociale à découvrir ou à redécouvrir cet été. Voilà, cette émission touche à sa fin. Je vous laisse avec le programme des prochaines semaines. Quant à moi, je vous dis à dans un mois et d'ici là, bonne lecture. Thank you.